Bonsoir à toutes et tous. Durant la journée, et notamment ce matin, avec la table ronde de Pascal Deizaguirre de la FNAM et de Thomas Juin de l'UAF, nous avons pu voir à quel point le secteur aérien français pouvait être traversé par de nombreuses problématiques. Parmi elles, le renforcement des réglementations au niveau national et européen impose des contraintes nouvelles ou les alourdissent, ce qui pourrait menacer l'activité même du transport aérien. Pour en parler, j'accueille Emmanuelle Diop, avocate spécialiste en droit aérien et cofondatrice du cabinet Equinox Avocat. Hugues Marchesso, président du directoire d'Aerostral. Damien Mazodier, directeur général de CMA CGM Air Cargo. Olivier Mazzucchelli, PDG de Transavia, et Carlos Muñoz, PDG et fondateur de la compagnie espagnole Volotea. Alors Olivier, on va commencer avec vous. On va parler des problématiques européennes et environnementales. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que fait Transavia et le groupe Air France KLM sur le côté environnemental et le poids que pourrait avoir une éventuelle extension des ETS sur les liaisons internationales? Ok, c'est un vaste sujet, le développement durable dans le groupe en général. Donc dans le groupe, on a évidemment un gros projet de renouvellement de flotte avec une génération d'avions, nouvelle génération justement, qui dépense beaucoup moins de CO2. Donc ça, c'est véritablement un investissement très important qu'on fait au niveau de Transavia. On passe d'une flotte de Boeing 737 à la famille A320 Neo A321. Voilà, donc c'est un gros investissement, comme je le disais, mais c'est finalement le moyen le plus efficace pour décarboner. On a aussi, comme tout le monde, une introduction de SAF qui est régulée par aussi un règlement européen. Donc là aussi, c'est un investissement important qui mène à beaucoup de questions derrière sur l'établissement d'une filiale de dispositifs de SAF. Et on a aussi d'autres moyens qui sont un peu plus modestes, mais somme toute efficaces, ce qu'on appelle l'écopilotage, l'optimisation de nos trajectoires, qui nous permet là aussi d'optimiser les émissions de CO2 en général. Donc ça, c'est ce qu'on fait au niveau du groupe. Après, effectivement, on est soumis à une réglementation européenne qui est voilà, européenne, comme son nom l'indique. Et ce qui est important pour nous, et je pense que c'est Ben Smith qui disait ce matin, c'est on regarde un peu le level playing field, c'est-à-dire comment est la compétition par rapport à nous et est-ce qu'on se bat à armes égales. Alors en France, on reviendra sur les taxes, je crois que Carlos va en parler, on est quand même les champions du monde. On a d'abord une réglementation française où on doit voilà, payer une certaine subvention liée à des vols intérieurs, hein, c'est l'article 147 de la loi climat et résilience. On a l'EU ETS, donc ça c'est au niveau de l'Europe, donc c'est un système de compensation carbone, là aussi qui représente un coût non négligeable. On a le Refuel EU, alors ça c'est le mandat de SAF dont je venais de parler, qui doit nous amener à 2050 à une incorporation de 70% de SAF avec des steps intermédiaires. D'ores et déjà, on a 2% d'obligation d'introduction de SAF dans notre flotte. Et puis on a Corsia qui est là aussi une taxe sur les vols internationaux au départ de l'Europe. Donc voilà, on se bat contre des compétiteurs qui, des fois, sont basés en dehors de l'Europe par rapport à cela, même pour des vols moyens courriers et des compagnies low cost européennes comme Transavia. On a aussi voilà, une partie de notre trafic qui est à l'international. Et alors sur l'idée, c'était votre question de l'Europe, d'étendre finalement le EU ETS aux vols internationaux, c'est forcément une très mauvaise idée, ou alors on fait ça, là, encore une fois, pour tous les acteurs. Nous, ce qu'on milite, c'est plutôt finalement d'étendre Corsia à tous les acteurs pour que tout le monde se batte à armes égales. Voilà, on est dans ce champ de contraintes en termes de développement durable très important. Mais évidemment, on est, je ne devrais pas le dire comme ça, mais
on a un impératif d'aller vers le développement, la décarbonation de notre secteur. C'est très important. Donc, mais il faut que ça se fasse sur l'intégralité de la filière. Il ne faut pas que le poids se retrouve uniquement sur les épaules des compagnies aériennes. En ce qui concerne le SAF, par exemple, si on n'a pas une politique industrielle tout secteur pour monter une filière d'approvisionnement, on n'arrivera pas à atteindre les mandats qui sont les nôtres. Alors justement, le IATA, Airlines for Europe, beaucoup d'organismes plaident pour un assouplissement des mandats de la corporation. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable? Parce que si on prend le contre-argument, on peut se dire que l'introduction des SAF, c'est aussi 60% de la trajectoire de la décarbonation pour arriver au net zéro en 2050. Et ça peut éventuellement mettre en péril la décarbonation du transport aérien. Donc, quel est votre avis là-dessus? Mon avis, c'est effectivement qu'il faut être volontariste pour se décarboner, comme tout secteur. On en a besoin. On a besoin de mobilité, hein. On ne va pas s'arrêter demain à aller voir le voisin. Par contre, comme je le disais, il faut que ça se gère au niveau de la filière tout entière, de toute la chaîne de valeur du transport aérien. Et que si on veut incorporer ce mandat de SAF, il faut mettre en place justement les filières nécessaires. Et ça passe peut-être par des phases de transition pendant lesquelles finalement les compagnies aériennes sont supportées pour atteindre ces mandats, ou alors finalement on atteindra une situation qui ne sera pas supportable, soit pour les clients, parce que les niveaux de prix sont tels que voilà, les gens ne pourront plus voyager, ou alors insupportable pour les compagnies aériennes, parce que les niveaux de coûts seront tels qu'on ne pourra pas aller plus loin. Hugues, vous avez un petit commentaire là-dessus? Je ne sais pas si ça marche, oui. Moi, écoutez, quand je vois ça, je repense à la phrase du général de Gaulle. Vaste programme. Le 60% en 2050, bon, on verra bien. Non, écoutez, je pense qu'il faut être pragmatique, surtout par les temps qui courent. Remarquez, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le prix du carburant, on peut peut-être considérer que bientôt le SAF sera moins cher que le carburant normal si ça continue à évoluer, je dirais, dans cette trajectoire malheureusement très négative que nous vivons. Non, on est tous évidemment bien conscients que le transport aérien doit continuer à faire des efforts, et je pense qu'ils sont faits. Je pense qu'ils sont faits au travers d'abord de l'évolution technologique. Je rappelle que les moteurs aujourd'hui, les moteurs qu'utilisent nos avions les plus récents n'ont plus rien à voir avec les moteurs d'il y a encore 10-15 ans. Il y en a encore qui tournent, bien entendu. Mais enfin, on est sur des niveaux aujourd'hui d'émissions de carbone qui n'ont strictement plus rien à voir avec le passé. Je pense qu'on est un des secteurs les plus vertueux. Les constructeurs, et au-delà des constructeurs, bien évidemment, les compagnies aériennes ont énormément investi dans ce domaine-là. On continue à le faire, mais simplement, moi, l'alerte que je ferai, c'est que, attention à vouloir être trop ambitieux, on risque de sortir de la trajectoire. Et ça, c'est dommage. Voilà. Surtout par les temps qui courent. Et sur tout ce qui est demandé par les compagnies aériennes, le fait de réaffecter le produit des ETS vers justement la décarbonation et la production de carburant, est-ce que vous avez des choses qui sont des signes positifs au niveau de l'Union européenne? Comment ça se passe? On se bat pour ça, justement, pour effectivement au moins affecter les dépenses pour la décarbonation de tout le système. Comme je le disais, en créant des filières, ça serait plutôt que des affecter sur d'autres secteurs de l'économie. Évidemment, ça nous aiderait. Et puis après, comme le disait Luc, c'est une question de où mettons le curseur, ce qu'on est capable, nous, de supporter. Les efforts, comme je le disais, le renouvellement de flotte, par exemple, c'est plusieurs milliards déjà, hein, ne serait-ce que pour Transavia, pour faire entrer des avions qui consomment moins, qui font moins de bruit. Le SAF, comme j'ai les mandats de SAF, c'est 2% maintenant, 6% en 2030. Donc il y a déjà un gros pic hein, en 2030. Là aussi, quand on regarde les trajectoires économiques, on se dit waouh, il va falloir faire. Et 70% en 2050. Encore une fois, il y a trop d'inconnus dans l'équation actuelle. Il faut être volontariste, il faut y croire, mais on n'y arrivera pas seul. Au bout d'un moment, effectivement, il ne faudrait pas qu'on se réveille avec une gueule de bois
en se disant on est en train de perdre notre industrie. Je ne sais plus qui disait ce matin qu'il faut absolument, en termes de stratégie, des compagnies aériennes qui sont basées dans les pays. Je pense que le jour où la France, pour ne pas la citer qu'elle, aura des airlines qui sont trop affaiblies, eh ben, on regrettera tous de ne pas avoir pris conscience assez tôt des efforts qu'il faudra faire pour justement que l'ensemble des acteurs jouent le jeu. Carlos Muñoz. J'ajoute plutôt, et merci d'être ici après-midi des vendredis. Ça veut dire que vous êtes très intéressés dans notre industrie. Je vous remercie. Mais pour ajouter sérieusement au critère environnemental, je veux dire deux choses qu'on répète beaucoup chez Airlines for Europe. Et je ne sais pas si Ben Smith l'a dit aujourd'hui. S'il l'aurait dit, je m'excuse des gens qui vont l'entendre une deuxième fois. Mais vraiment, et Olivier, Hugues, etc., complètement avec cela que vous dites. Et revenant au général de Gaulle, qui est, j'imagine qu'étant en France, je ne vais pas parler des politiques, mais qu'on peut dire, point de vue européen, un visionnaire, n'est-ce pas? Il voyait déjà le besoin des stratégiques, des autonomies stratégiques, aujourd'hui très confirmé. Donc, ce n'est pas seulement un sujet français, c'est un sujet européen, comme le disait bien Olivier Mazzucchelli, c'est vraiment une législation qu'on a en Europe. Je vous donne des données qui peut-être ont été déjà partagées, mais qui sont très frappantes, je trouve. Il y a 10 ans, le taux de marché des compagnies des Moyen-Orient pour les trafics entre l'Europe et l'Asie était 1%. Au jour d'aujourd'hui, c'est 30%. Bien sûr, malheureusement, avec la guerre, ils ont été touchés maintenant, mais regardons ce que nous faisons avec l'Europe et au point de Hugues, où est-ce qu'on veut amener? Est-ce qu'on veut perdre une des industries où l'Europe est parmi les plus compétitifs, comme nous pouvons être très fiers des Airbus comme fabricants européens, leaders, etc. Les compagnies aériennes européennes dans tous les domaines, soit legacy, soit low cost. Si vous regardez, les low cost sont beaucoup plus performantes que n'importe où. Donc, je suis convaincu, j'imagine que tous les gens dans cette panel, on partage les soucis, non, de l'environnement, mais il le fait d'une façon homogène, d'une façon plus équilibrée avec la connectivité, avec l'importance de l'Europe. C'est ça une chose que j'ajoute. C'est vrai, deuxième chose, et je finis. Deuxième chose, c'est vrai que c'est un sujet surtout long courrier, et ça touche beaucoup à Air France ou peu importe, BA, Iberia, Lufthansa, etc. Mais pour nous, dans les courts courriers aussi, c'est un exemple qu'on utilise très souvent, Olivier, en Airlines for Europe, c'est une étude faite par Ryanair. Non? Il dit les régions périphériques, prenons par exemple les Canaries, ou prenons le sud de l'Italie, ou prenons la Grèce. À côté, il y a Turquie, à côté, il y a Albanie, à côté, il y a le Maroc. ITS par personne, ça fait une différence entre 10 et 12. Donc, pour une famille moyenne de 4 personnes, s'ils parlent, prenons pas la France, Charleroi, je crois que c'était l'exemple, à Bruxelles, l'écart de ces 80 € contre nous-mêmes, ça nous fait sortir un peu d'être concurrentiel, non? Donc, enfin, c'est des choses, je crois qu'un peu le message pour l'Europe et la France comme pays clé, c'est vraiment d'essayer d'équilibrer nos ambitions, notre idéalisme avec les réalismes qu'on a un secteur très performant et il faut les garder, je crois, toujours comme très performants. Donc il y a des distorsions, ça crée des distorsions de concurrence vis-à-vis des grandes régions très actives comme le Golfe, quoi. Bien sûr, mais déjà, cette partie, je vous donne les exemples, ça nous touche directement, Transavia ou Volotea ou peu importe, EasyJet si vous voulez. Pour les longs courriers, c'est plus grand encore parce qu'il y a les pays, prenons la Turquie par exemple, là imaginez-vous, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, il n'y a pas Ben ici, mais si Olivier peut parler comme Air France, mais imaginez-vous qu'on peut faire plus la concurrence parce qu'en Ankara, on paye un ITS jusqu'Ankara, mais d'Ankara à Asie, il n'y a pas d'ITS. Donc c'est pour ça qu'on demande Corsia, qui soit global et que ça soit aussi pour les courts courriers homogénéisés au niveau Corsia. Autrement, on nous fait sortir du marché. Emmanuel Diop, il y a une deuxième, un grand sujet actuellement au niveau européen aussi sur la réforme du règlement de droit des passagers. Il y a une très très grande controverse qui, je crois, n'a pas existé depuis 13 ans, je crois, entre le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, nous réexposer un petit peu la controverse? Avec plaisir, Jean-Baptiste, merci pour l'invitation. Merci à tous d'être là. Avant de vous donner quelques points sur cette controverse un peu inédite, effectivement, je voudrais faire un petit rappel et vous dire que
Le règlement européen qui est en révision, sans discontinuer pratiquement depuis qu'il a été adopté, à l'origine ne prévoyait que d'indemniser les annulations avec ces fameux seuils en fonction de la distance de vol de 250 jusqu'à 600 euros. Et pour les retards, ce règlement ne prévoyait que l'assistance et la prise en charge des passagers, parce que finalement, quand on est en retard, c'est ça qui est un peu ennuyeux, c'est de ne pas trouver à manger, de passer un temps d'attente, voire une nuit supplémentaire. C'était assez sage, assez réaliste. Et il a fallu attendre 5 ans, un arrêt de novembre 2009 que tous ceux qui sont dans l'aérien connaissent, qu'on appelait l'esturgeon, mais qui s'appelle l'arrêt Sturgeon. Cet arrêt a conduit la Cour de justice européenne à assimiler les retards de plus de 3 heures aux annulations. C'est-à-dire, pour la Cour, un passager retardé à partir de 3 heures, quel que soit le vol, quelle que soit la course, courte ou longue, il subit les mêmes désagréments qu'un passager dont le vol est annulé. Alors, je me souviens à l'époque, moi j'avais commenté cette décision parce que je la trouve totalement aberrante en termes de conséquences pour les compagnies, notamment conséquences économiques. Mais il faut savoir que la Cour, un peu comme le Parlement, balaye toujours les arguments économiques en disant vous êtes ceux qui avez l'argent. Les compagnies aériennes, vous avez de l'argent. Et puis on a glissé dans le règlement un petit article 13 qui vous permet éventuellement de vous retourner contre ceux qui sont véritablement à l'origine de ce retard. C'est un argument, j'imagine, je n'ai pas, pour être pourtant le conseil de compagnie, aujourd'hui, moi, je n'ai pas mené d'action contre les aéroports, contre ADP, pour 250 € d'indemnisation. On ne va pas commencer, quand on est une compagnie, à se retourner contre ces fameux tiers responsables. Donc cette jurisprudence Sturgeon, elle nous a placés dans une situation d'équivalence entre l'annulation et les retards. Plus de 80 arrêts sur le sujet depuis lors. L'objectif de l'Europe, du Parlement en tout cas, et des associations de consommateurs qui sont ravis, c'est la protection du consommateur. Et la protection du consommateur, elle donne lieu à quoi? À des droits acquis. C'est-à-dire il y a des droits qui existent maintenant depuis 2004 et puis depuis 2009. Les arguments économiques, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, qui sont amplifiés par le sujet de la protection de l'environnement, des charges financières qui pèsent sur les compagnies puisqu'elles ont des obligations sur la décarbonation. En 2004, on n'y pensait pas trop, à dire vrai. On était juste sur des questions de coûts et de rentabilité. Et encore une fois, vous êtes les plus riches. Moi, je partage les préoccupations des compagnies à ce niveau et je les défends pour ça. Parce que cette jurisprudence et cette réglementation a donné lieu finalement à des standards de protection des consommateurs qui reçoivent des indemnités forfaitaires. Alors, on va se dire quand même que 3 heures de retard sur un long, ce n'est pas tout à fait la même chose que 3 heures de retard sur un court pour un week-end aux Baléares ou aux Canaries. Ce n'est pas la même chose que sur un long 15 jours à Papeete. Pourtant, le régime est identique pour tout le monde et ne tient pas compte de ces cas qui sont pourtant très divers. Et puis, moi, je remarque quelque chose. Et après, je vais conclure sur ce qui se passe actuellement et la polémique entre le Parlement et le Conseil, entre les députés et les ministres. Finalement, cette réglementation, et je l'ai observée, mais vraiment en live, elle a fait éclore des officines qui... on a parlé d'un coût de 8 milliards sur les indemnisations des retards. Et finalement, bien sûr que le règlement européen, il oblige les compagnies à informer les passagers. OK, on le fait plus ou moins bien, on affiche dans les aéroports, maintenant je crois que c'est quand même assez connu. Mais ce régime standardisé a fait éclore des officines, il y a déjà longtemps, ça fait plus de 15 ans moi que je les ai face à moi, qui coûtent, en tout cas, qui encaissent 6 à 700 millions d'euros par an sur les indemnités que vous, les compagnies, vous devriez verser aux passagers. Donc sur ces 8 milliards, vous allez me dire, ça fait même pas 1 milliard, mais quand même, pour moi, ça participe de la surenchère et des surcoûts qui pèsent sur les compagnies. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'on les entend évidemment aujourd'hui vent debout contre le Conseil pour la position du Parlement.
Mais je crois que c'est un élément important parce que pour le vivre au quotidien, je trouve qu'on devrait en tenir compte. Bon, peut-être que ça ne remonte pas jusqu'aux instances. Et justement, à ce propos de la révision du règlement sur lequel ces officines se prononcent, en 2 mots, le contentieux, c'est que d'un côté, on a le Parlement qui protégera toujours les consommateurs. On trouve toujours dans les préambules des règlements, dans les considérants des arrêts de la Cour de justice, le principe de la protection du consommateur. Donc ça, c'est le Parlement, les officines, les associations de consommateurs. Le Conseil, c'est-à-dire les États membres, et IATA notamment, et donc les compagnies, en revanche, ne souhaitent pas s'éloigner de la protection du consommateur, mais met en avant la question des coûts, de la rentabilité, de la surenchère, face aux obligations qui sont les leurs de se conformer, enfin, de respecter et de protéger, par exemple, l'environnement, la sécurité. Et tout ça, ce sont finalement des sujets qui sont très antagonistes. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est face à un contentieux entre les 2 parties qui va conduire à un comité de conciliation, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Comme tu le disais, je crois que ça fait 11 ou 13 ans que le sujet est sur le tapis et qu'on n'y arrive pas. Moi, j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où on a donné des droits aux consommateurs, ça marche aussi en droit français, en droit commun, les droits acquis, on ne revient pas dessus. Je ne pense pas, je ne sais pas ce qu'en pensent ces messieurs, mais je ne pense pas qu'on va abaisser. L'idée, évidemment, des États et de IATA, c'est d'augmenter les délais de retard au-delà de 3 heures, peut-être en fonction de la durée du vol, et baisser les indemnisations, qui, je vous rappelle, sont 250, 400 et 600. De l'autre côté, on veut peut-être laisser les indemnisations comme ça, et voire même augmenter la protection des passagers, mais sur des sujets peut-être un petit peu annexes, mais importants quand même, comme le sort des PMR, comme les sièges familiaux, le bagage cabine et le formulaire éventuellement pré-rempli de réclamation. C'est peut-être sur cette histoire de formulaire que finalement le Parlement va peut-être lâcher un peu de laisse, en tout cas les députés. J'en suis pas sûre. Moi, ce que je pense, puisque tu m'as demandé mon avis, c'est qu'on va rester sûrement sur un statu quo. De toute façon, on sera obligé s'il n'y a pas d'accord. Alors, on parle d'un accord qui serait intervenu il y a 2-3 jours. Je n'ai pas eu accès, je ne peux pas vous en dire plus. J'ai un doute sérieux sur un retour en arrière de la protection. Moi, je pense qu'on pourrait adapter les seuils en fonction de la durée des vols, en fonction du temps de retard, pour coller beaucoup plus à la réalité et aux impératifs des compagnies. Alors effectivement, il y a eu un article des Échos récemment qui disait qu'il y avait un protocole d'accord qui avait été signé et qui semblerait qu'on reste sur les 3 heures. Donc ça ne se présente pas bien. Non. Mais qu'effectivement, sur les choses un peu plus secondaires, comme le formulaire pré-rempli, les choses comme ça pourrait... le bagage cabine. Voilà. Bon, franchement, est-ce qu'on se levait le matin en se disant « Ouh là là, le bagage cabine ?» bon, Alors, il y a des cas particuliers, un peu comme les compagnies ultramarines. Hugues Marchessault, ah oui. quel est votre avis sur la question? Écoutez, d'abord, en vous écoutant, je me dis que vraiment l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que plus ça va, plus on est en train de construire une usine à gaz dont tout le monde perd le contrôle, y compris d'ailleurs les instances européennes. Ce qu'on peut constater, alors évidemment, il y a le cas des compagnies ultramarines, mais plus globalement, moi je le dis et je pèse mes mots, on vit un enfer, c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Je vais prendre modestement l'exemple de ma compagnie. On a entre 3 et 4% de notre chiffre d'affaires qui partent chaque année en indemnisation client. C'est autant qui manque en résultat net, c'est autant qui manque à la compagnie pour améliorer sa profitabilité. Donc c'est pour ça que je parle d'enfer. Et ce que vous me dites là ne me rassure pas, parce que finalement, nonobstant ce qu'a écrit le quotidien, mais je ne suis pas sûr qu'on aille finalement, pour l'instant, dans le bon sens. Alors, si on prend les compagnies ultramarines, moi je rajouterais un autre point. 3 heures de retard sur un Paris-Madrid, Carlos ne m'en voudra pas, ce n'est pas la même chose que sur Mayotte. Sur Mayotte, ce n'est pas 3 heures, c'est 3 jours pour arriver à résorber un problème d'ordre technique, ou en tout cas un retard. Donc c'est double peine pour les compagnies ultramarines, parce qu'on opère dans des environnements qui sont extrêmement complexes, extrêmement contraignants,
avec des coûts qui sont souvent beaucoup plus élevés que ce qu'on peut trouver sur le territoire européen, et nous sommes assujettis, soumis aux mêmes réglementations. Alors, je souscris tout à fait à ce que vous disiez en termes d'amélioration, évidemment, qu'il faut détendre les délais, qu'il faut réviser les niveaux d'indemnisation, mais moi, je vais beaucoup plus loin. Moi, je considère qu'on devrait appliquer, alors excusez-moi, je vais être le porte-parole là des compagnies ultramarines, mais il y a un article qui existe qui s'appelle l'article 349 du TFUE, hein, le traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit des cas spécifiques avec des schémas types, isolement, infrastructure d'un standard moins élevé, coût de la vie, etc., aléas climatiques. Ben, excusez-moi, c'est la définition des DROM en France, et je ne comprends pas que dans les réflexions qui sont en cours, on n'intègre pas cette spécificité, cette dimension territoriale qui est importante pour les territoires ultramarins et pour les compagnies ultramarines. Je ne nie pas que les clients doivent être indemnisés. La problématique, elle n'est pas là. La problématique, c'est d'avoir une réglementation intelligente et qui sache aussi s'adapter aux spécificités des territoires. Et force est de constater, je crois qu'on parlera un peu plus tard de la TSBA, que malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Carlos Muñoz. Et j'ajoute une petite chose, et je soutiens déjà, même si je ne suis pas long courrier, je comprends les points de vue que des vols plus longs, les heures comptent d'une façon différente. Par contre, on explique ça à la Commission européenne assez souvent, évidemment sans réussite. La façon, je ne sais pas chez Transavia, mais je sais que je vous parle des volontaires maintenant, on a 3 avions stand-by pour une flotte de 43. Donc s'il y a un problème technique, on a le temps d'envoyer un avion parce que c'est aussi dans les courts courriers, on peut faire cela. Non, je ne sais pas, je n'ai jamais géré un long courrier, j'imagine que c'est une logique tout à fait différente. Mais on peut rattraper, mais les 3 heures jouent contre, pas pour les consommateurs. Et je crois connaître suffisamment de mes collègues pour savoir qu'on gère tous de cette façon. On contrôle les OTP 180, non, les 180, parce que ça c'est EU 261. Et si on peut les sauver, on va les faire. Mais c'est pour cela qu'on essaie aussi de dire, c'est surtout le Parlement. On dit au Parlement, si on mettait 3, 4 heures, 4, 5 heures, ça nous permettrait de récupérer ou de sauver, si vous voulez, les longs délais. Donc, des fois, l'ambition législative a les résultats contraires à celle, au moins dans les courts courriers. Je ne sais pas dans les longs, encore une fois. J'imagine que la logique, c'est différent. Donc, c'est pour cela qu'on avait des espoirs que ça allait être augmenté à 4 heures, 5 heures. Mais à la fin, c'est... Je crois que c'est pire dans le long courrier, excusez-moi, mais je crois que c'est pire dans le long courrier, notamment quand on est sur des desserts de territoire où vous n'avez pas une multitude de fréquences, c'est double peine. Parce que là encore une fois, pour résorber la problématique, vous devez déjà indemniser, mais en plus vous avez tous les coûts indirects qui viennent s'ajouter. Donc je répète ce que je disais tout à l'heure, pour les compagnies, c'est un règlement qui est finalement en train de devenir dévastateur. Oui, il est urgent de le réformer. Et pour les compagnies aériennes, c'est quelquefois, comme vous disiez Carlos, c'est quelquefois plus facile d'annuler un vol plutôt que d'essayer de rattraper le temps, quoi. Donc ça joue aussi sur la connectivité et tout le monde y perd, quoi. C'est pas facile, ça coûte une fortune, mais si on avait plus de marches, on pourrait récupérer beaucoup plus de vols. Ça nous coûte beaucoup moins d'activer un avion et substituer celui qui a, pour les motifs qui soient, souvent aussi, on a que 25 minutes, mais c'est très, très souvent, c'est le trafic aérien qui provoque ce type de délais dans les rotations, etc. Mais si on avait plus de temps, on pourrait améliorer beaucoup, je crois, l'expérience client finalement. Ce n'est pas du cynicisme, je vous jure que c'est exactement comme ça que ça se passe. Et on avait cru d'avoir réussi à convaincre un peu, mais après, dans les accords entre Conseil et Commission et Parlement, malheureusement, il semble que c'est encore en discussion, non, mais ça ne semblait pas d'aller dans la bonne direction. Oui. Emmanuel Yop. Oui, je voulais juste ajouter un point dans cette discussion en cours, c'est le fameux sujet des circonstances extraordinaires. Qui est aussi au cœur des réflexions du Parlement. Vous savez aujourd'hui que c'est les conditions météo et que dans la lignée de cet arrêt Sturgeon dont j'ai parlé, il y a eu un autre arrêt qui est venu expliquer ce que devaient être les incidents techniques, principalement pour dire que ce ne sont pas des circonstances extraordinaires, sauf sabotage, vice caché et terrorisme, ce qui vous réduit quand même beaucoup le champ des possibles. En tant que juriste, moi, je pense que
il est toujours dangereux de fermer la liste de ces circonstances mais qu'on devrait quand même peut-être, c'est peut-être le projet, les définir plus précisément, autrement que dans les considérants de la réglementation, c'est-à-dire, vous savez, c'est les petits articles au début, les bonnes intentions. Je pense qu'il pourrait être intéressant pour les compagnies de savoir où elles vont sur ces circonstances extraordinaires, ce qui devrait permettre également aux transporteurs. Alors là, je vais vous gronder un petit peu, les transporteurs, c'est que parfois, on a tendance à dire, mais je peux comprendre, il y a des messages un peu formatés, il y a eu un problème, c'est pas de notre faute, c'est des circonstances extraordinaires, on ne vous indemnise pas. Je pense qu'il faut être plus pointu là-dessus. Et vous serez plus pointu si vous avez un texte plus précis. Enfin, moi, je l'appelle de mes voeux parce qu'en droit, on n'aime pas vous savez, les mots raisonnables, nécessaires, conditions qui affectent la sécurité du vol. On ne sait jamais ce que c'est. Donc voilà, c'est le point aussi qui est intéressant. Je pense qu'on peut se rejoindre là-dessus sans problème. Apporter plus de précision, ça nous permettra aussi d'apporter plus de prédictibilité. Ceci étant, on parle de l'EU 261, là, c'est le règlement qui gère ça, mais je pense qu'on oublie aussi de parler du PAX-CARE. Donc ça aussi, c'est quelque chose, peut-être certaines personnes dans la salle ne le savent pas, mais quand vous devez annuler un vol pour des raisons météo, ATC, des choses que vous ne maîtrisez pas par définition, ben vous devez loger les passagers, les nourrir, apporter un peu de logistique aussi. Et ça, c'est à la charge des compagnies. Alors, on peut se poser la question, pourquoi un orage qui empêche un avion de décoller sous souvent décision de l'ATC, du contrôle aérien, c'est aux compagnies de prendre en charge tous ces frais. Et c'est aussi en dehors, en plus du règlement EU 261, ça vient rajouter une charge vraiment non négligeable. Et nous, compagnie aérienne, en tout cas, moi, je ne sais pas si mes collègues disent pareil, mais quand on est délinquant, entre guillemets, c'est un grand mot, mais quand c'est de notre faute, raison technique bien définie, manque d'équipage, ça peut arriver, un équipage malade, on a des systèmes de réserve, on fait ce qu'on peut, à nous dimensionner, même si c'est pas facile. Moi, je veux bien payer, ça me force à être meilleur et tout, mais par contre, payer pour les autres, quand c'est la faute de l'aéroport, de l'ATC, ou payer quand j'y suis absolument pour rien. Mais Non, ça, parce je que suis vous pas êtes d'accord. riche. Non, mais c'est ça. Parce qu'en réalité, vous avez parfaitement raison de souligner, et je le redis, dans ce règlement EU 261, vos obligations de prise en charge et d'assistance, hébergement, etc., de durée illimitée, alors on milite peut-être pour 3 nuits, mais c'est de durée illimitée, existent même en cas de circonstances extraordinaires. Et c'est vrai qu'il y a un adage en français qui dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Donc s'il y a un orage imprévisible, des conditions météo qui changent d'une minute à l'autre, on a trouvé un payeur, pas un responsable, et on pense prendre le plus riche. Moi, je travaille dans le tourisme, c'est un peu la même chose aussi pour les agences de voyage et les tours opérateurs. C'est les riches. Mais comment vous Marchais. définissez le cas de force majeure? Moi, j'ai un exemple cuisant. On a eu un cyclone l'année dernière, Garance, à La Réunion, qui a perturbé les opérations pendant au moins 5 jours. Premier jour, on nous a dit oui, c'est cas de force majeure, mais après, ça n'allait plus. Comme si le cyclone, sa durée de force majeure, si je peux dire, c'était juste le passage le jour J. Alors qu'il a désorganisé totalement le transport aérien pendant plusieurs jours. Ça ne devient plus un cas de force majeure pour ce qui va se passer après sa survenue. C'est-à-dire que, vous voyez, il part de loin. Non, mais c'est assez étrange. Et je vais même vous dire plus, sur la région, la belle région du monde que vous desservez, notamment, j'ai même des décisions de justice avec des juges qui disent que ce n'est pas un cas de force majeure d'avoir des cyclones dans tel ou tel... Je les invite à venir le subir avec nous. Peut-être qu'ils réviseront leur jugement à ce moment-là. On va passer à une autre thématique qui est très importante, dont on a déjà parlé assez longuement ce matin, c'est la TSBA. Donc il y a la réglementation fiscale très lourde en France, donc un triplement de la TSBA qui est intervenu en mars 2025, une annonce récente du gouvernement d'un allègement, on va dire, sur certaines compagnies, sur certaines lignes, certaines lignes d'OSP, donc 26 lignes,
à peu près un allègement de 20 millions d'euros sur 850 millions d'augmentation. Carlos, moi, je voulais avoir votre avis là-dessus parce que cette politique fiscale, elle est vraiment très, comment dire, importante pour les compagnies low cost et donc ça fait bouger beaucoup de compagnies. Vous, Volotea, vous êtes toujours sur le marché français et pour vous, c'est très important. Jusqu'à quel point vous pouvez rester sur le marché et jusqu'à quel point vous pouvez encaisser, entre guillemets, la fiscalité aérienne? Euh, on y restera avec, je crois, votre compagnie nationale, les derniers, c'est sûr. Non, peut-être il y a des gens étant Paris qui ne connaissent pas, je veux dire, si je peux me permettre, Jean-Baptiste, pas des marketing, mais 2 mots sur Volotea. Oui, c'est une compagnie espagnole basée en Barcelone, européenne, etc. Mais 60% de notre activité se passe en France. On a 12 bases françaises dans un ensemble de 21. Donc, et on fait 280 routes d'ici, on fait 74 domestiques. On est du fait la compagnie aérienne qui ne fait plus route domestique en France. C'est comme l'ancien Air Inter, on pourrait dire. Du fait, on a cette photo qui vous rappelle, si on a un certain âge, on se rappelle d'Air Inter. Et c'est cette photo de l'Hexagone avec la Corse qui est très jolie, nous motive beaucoup. J'ai plus de 1000 employés directs en France, plus de 7000 en direct, etc. Donc ça nous touche très, très, très proche et en va dire contraste, mais je crois que la compagnie d'Olivier est plus basée Paris. Nous sommes la compagnie des régions, disons-nous, donc nous sommes ravis de faire cela. Et donc, venant à votre question, peut-être je vais surprendre mes collègues, mais je vais commencer très positif pour remercier les gouvernements et pour la décision que vous voulez de parler des DSP. Au moins, les DSP, c'est un premier pas depuis les 1er juin, je crois. Et donc, ça va dans la direction correcte, non? Où on a enlevé la TSBA et nous avons 700 000, je crois, sièges dans un ensemble de 9 millions de sièges en France. 700 000 sont dans des DSP, non? C'est des Rodez, des Limoges, des Lourdes vers Paris toujours, donc presque toujours vers Paris. Donc ça c'est déjà un pas dans la direction correcte, je crois. Dans la direction correcte parce que vraiment, il reste beaucoup à faire. Je n'ai jamais été au gouvernement, j'imagine que c'est un défi, un sudoku très difficile de faire marcher les comptes, n'est-ce pas? Vous avez un déficit budgétaire. Je crois que ça va un peu mieux maintenant, c'est bien, mais je comprends que ça doit être difficile, chaque secteur, etc. Mais je ne crois pas qu'on valorise forcément suffisamment ça qu'on ajoute à l'économie, franchement. Je crois que les effets multiplicateurs de l'industrie aérienne n'est pas valorisé. Le tourisme en France, direct, c'est 4%, indirect, c'est presque 10%. L'économie qu'on crée avec la connectivité des territoires dans un pays très grand, rappelez-vous qu'au niveau européen, la France est un pays énorme. Il y a des pays beaucoup plus petits, la France, l'Espagne, l'Ukraine, si vous voulez. Mais vous faites, oui, enfin, si vous êtes à Brest, vous êtes à Perpignan, vous êtes à Strasbourg, vous êtes à Biarritz, Bordeaux, vraiment, c'est des longues distances pour pas pouvoir prendre les vols. Non? Et 2 mots que je crois que peut-être la grande plupart des publics les connaissent, mais quand même, il faut les répéter parce qu'ils ne sont pas des jolis chiffres, mais c'est la vérité. Avec la TSBA, nous, on a 36 € par passager maintenant. Chez nous, ça fait notre prix sans taxe, c'est grosso modo entre 60 et 70. Donc, ça fait 35% directement. Ça a augmenté énormément. Je vous dis, les autres pays, peut-être vous remarquez que je suis assez francophile. J'apprécie beaucoup votre pays, mais quand même, il faut dire les bonnes choses, moins bonnes choses dans le site. C'est que là, taxe 36 ici, Allemagne 25, Italie où on opère beaucoup 22, Espagne 12. Donc vraiment, on rend les défis de connecter la France et la France avec le reste de l'Europe assez difficile. Donc, encore une fois, je comprends que pour ajuster les comptes, ça doit être difficile, mais la TSBA a été, je crois que ce matin, Pascal Dissaguirre a dit il faut éliminer la TSBA. Bon, là, je crois que si on la réduit au moins minimum, ne l'augmentez pas, j'espère les réduire, ça aiderait beaucoup. Et encore une fois, pour connecter des territoires, je finis vite fait, Jean-Baptiste. Pensez par exemple à Brest. Volotea a ouvert une base là il y a 2 ans. Les maires, je me rappelle, je lui dis, nous sommes au Finistère. Il m'a dit, non, ce n'est pas la Finistère, c'est le début du monde pour nous. C'est le Penerbet, il le dit en breton. Donc, on démarre et on connecte. Là. Si on n'a pas de vol, je suis sûr que d'autres compagnies font ça aussi, peut-être Air Austral avec la Réunion, mais si on ne connecte pas ces territoires, vraiment, ça touche beaucoup
les gens, les droits de connectivité et l'économie locale. Enfin, je finis. Ça serait très bon d'apprécier cela quand on fait ces décisions budgétaires parce que c'est énorme l'impact, oui. Alors, Hugues Marchessault, sur l'annonce récente du gouvernement de baisser la TSBA sur les lignes en OSP, il y a quand même des compagnies qui ont été oubliées, c'est les compagnies ultramarines. Et alors que le taux réduit était prévu dans le projet de loi initial, quelle est votre réaction là-dessus? Bah, écoutez, c'est une réaction mitigée. Bien évidemment, je suis très content pour nos collègues des compagnies qui desservent notamment la Corse au travers des DSP. Je me demande d'ailleurs finalement, on ne devrait pas faire des DSP partout. Au moins, ça résoudrait le problème de la TSBA, si je comprends bien. Mais c'est un grand désappointement, évidemment, pour les compagnies ultramarines, parce que nous, on espérait revenir. Parce que je rappelle quand même que ce système de TSBA augmenté, c'est depuis 2 ans. Jusqu'en 2024, on disposait d'une mesure dérogatoire liée au Code général des impôts qui permettait d'avoir une TSBA réduite à la fois pour les compagnies desservant la Corse comme les compagnies ultramarines. Bon, on l'a supprimé avec la PLF 25. On est en 2026. Alors nos syndicats, le SCARA, la FNAM se sont mobilisés, se sont battus pour essayer d'obtenir un aménagement de cette augmentation. Le SCARA, je crois, a récemment obtenu gain de cause parce que c'était lui qui était quand même très en pointe sur ce dossier, tant mieux. Mais au-delà de ça, force est de constater qu'aujourd'hui, on n'en bénéficie pas. Et on n'a pas vraiment de vision dans le futur pour savoir si les compagnies ultramarines pourront en bénéficier. Et c'est vraiment important parce que, comme le disait Carlos, ça peut paraître anecdotique quand on parle par exemple de 2,63 € versus ce qui était donc le coût de la TSBA versus 7,40 €, je parle en classe économique. Je peux vous assurer que pour une famille ultramarine, ça a des conséquences très très importantes dans leur choix de prendre ou ne pas prendre l'avion. Et finalement, quand on constate ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, on applique, on n'a pas le choix, on est obligé de l'appliquer, mais finalement, c'est la compagnie qui l'assume derrière. Ce sont les compagnies qui les assument parce qu'on a rogné sur nos tarifs, on a rogné sur nos marges parce qu'on n'avait pas le choix pour pouvoir intégrer cette TSBA. Alors, je ne sais plus si c'est une taxe qui est payée par finalement le passager ou si ce n'est pas une taxe qui est plutôt supportée par la compagnie. Peut-être en complément sur la TSBA, c'est logique, mais je le dis quand même. On paye 2 fois quand c'est un aller-retour France-France, hein, c'est x2. Deuxième chose, sur le territoire français, le volume de vol est égal à 1984 aujourd'hui. Hein. Donc vous voyez à quel point la croissance, la décroissance sur le transport domestique, et j'inclus les DOM et les TOM dedans, a vraiment subi. Voilà, je pense qu'on peut continuer assez longtemps. Hein. On devient le terrain de jeu. Il y a une étude de la FNAM très précise là-dessus. On devient le pays le plus cher à produire en termes de transport aérien, donc cocorico. Pensez que le transport aérien est en train de, enfin, est toujours une variable d'ajustement, quoi. Oui, alors on peut comprendre, hein, je pense que Carlos a raison, le sudoku du PLF, le gouvernement se tire les cheveux. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, on en voit clairement les résultats. On l'avait dit, on les voit. Hein. Si au moins c'était orienté justement pour la décarbonation, pour notre secteur, pour qu'on puisse investir dessus, bon, on ferait quelque chose d'un peu plus intelligent. C'est même pas le cas. Donc on détruit de la valeur sur notre territoire et on investit encore moins sur la décarbonation. Donc c'est le SAF, je reviens sur le SAF, la facture SAF de cette année pour une compagnie comme Transavia, c'est 21 millions d'euros de surcoût. En 2030, c'est 120 millions d'euros de surcoût. Et bien si on veut intégrer plus de SAF, on aurait bien besoin d'avoir de l'aide de la part du gouvernement et de faire des choses intelligentes. Hugues Marchessault, on va passer à la continuité territoriale. Vous êtes compagnie ultramarine, vous avez une législation, des contraintes qui sont liées à votre isolement et au fait que vous devez continuer à assurer les liaisons. Quelles sont les grandes problématiques liées à la continuité territoriale? Alors, la continuité territoriale, on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais essayer d'être court et synthétique.
Bon, écoutez, aujourd'hui, moi, je vois 3 grands éléments dans la continuité territoriale. Bon, le premier, c'est un élément, j'ai envie de dire, géopolitique. On est sur des territoires qui sont loin, qui sont isolés pour la plupart. Et évidemment, on est à la fois un peu le représentant, le poste avancé de la France dans l'océan Indien, dans les Caraïbes, dans le Pacifique. Et on a aussi besoin d'un lien fort avec la métropole. C'est plus qu'un lien d'ailleurs, c'est une ligne de vie quelque part entre ces territoires et la métropole. À tel point d'ailleurs que dans beaucoup de territoires, finalement, le transport aérien n'est pas conçu comme un service, il est conçu comme une commodité. Et je dirais que c'est presque de là que partent un peu les problèmes qu'ont les compagnies aériennes face à ça, c'est-à-dire qu'on opère dans des conditions qui sont quand même compliquées, avec des coûts d'exploitation qui sont le plus souvent élevés, les hébergements, le carburant, et je parle avant la crise, la logistique, toute la partie logistique, Damien pourrait en parler, toute la partie logistique est extrêmement coûteuse. On est loin des centres de maintenance. Donc un événement, un AOG dans notre jargon, qui en Europe est déjà fort problématique, ça prend une ampleur absolument incroyable dès lors qu'on est dans un territoire ultramarin. Et face à ça, on a une demande très très forte, on a une pression même pour évidemment essayer de modérer le plus possible le prix de nos billets. Ben, je vous assure que c'est une équation qui est très très compliquée à résoudre parce qu'on constate année après année que les coûts continuent à filer, que les taxes, on parlait des taxes, on pourrait parler des redevances, on pourrait parler d'un certain nombre de choses, continuent à augmenter, et que malgré tout, alors on pourra me dire, oui, mais là, au mois d'avril, il y a des chiffres qui sont sortis, les tarifs ont augmenté, certes, mais quand on regarde année après année, finalement, le coût des billets n'a pas augmenté tant que ça. Et pourquoi? Pourquoi aussi? Parce que on a sur la plupart de nos lignes une concurrence, il faut quand même le souligner, on est sur des lignes qui sont concurrentielles. Moi, j'ai la ligne Réunion-Paris, c'est la ligne la plus concurrentielle. Je rappelle qu'on est 4 compagnies aériennes. C'est la 3e ligne en termes de trafic long courrier derrière New York-Montréal. Et on est sur une ligne qui est ultra concurrentielle. Donc, de toute manière, l'inquiétude que peuvent avoir certains, et notamment les politiques par rapport à la tarification des billets, elle est extrêmement contrainte par le marché et le régulateur. Et cette situation à La Réunion, on la retrouve dans les Antilles, on la retrouve ailleurs. Alors, il y a quelques cas qui sortent un peu du schéma, mais malgré tout, encore une fois, on essaye de limiter au mieux, mais tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on a parlé de la TSB, on a parlé de la partie environnementale, on a parlé des réglementations. Je suis désolé de le dire, mais tout ça, ça ne va pas dans le sens d'une modération tarifaire. C'est même l'inverse qui se produit. Alors je crois qu'à un moment donné, je prêche peut-être dans le désert, tant pis, mais je crois qu'à un moment donné, il faudra que tout le monde prenne conscience de cela. C'est bien de réglementer, c'est bien d'être vertueux d'un point de vue environnemental, mais encore une fois derrière, tout cela a un coût. Et la compagnie, elle se doit à un moment donné, elle ne peut pas faire d'ailleurs autrement que de le répercuter dans ses conditions tarifaires. Damien Mazzoli, on va terminer avec vous parce que vous êtes. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a été annoncé récemment, qui est la taxe sur les petits colis, qui je trouve, est une sorte de cas pratique de réglementation qui pouvait avoir un bon effet au départ et qui finalement a été complètement perverti et qui a eu des effets dévastateurs. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu le. Alors oui, exactement. Cette taxe des petits colis avait pour vocation à être européenne. La France a pris la décision de l'appliquer en avance au 1er mars. Elle peut être vertueuse, mais à condition qu'elle soit harmonisée. C'est trouvé que seule la France a appliqué cette taxe au point que les flux, les clients, la demande, et pas seulement pour les petits colis, parce que la plupart des clients transportent des petits colis et aussi d'autres marchandises, nous ont demandé de repositionner nos avions sur d'autres destinations. Au point qu'il y a certaines limites, c'est-à-dire dans l'organisation, dans l'exploitation, dans les droits de trafic, pour la venue des flux soit d'Asie, soit d'autres destinations. On a été obligé de se rapatrier sur d'autres destinations, que sont la Belgique, les Pays-Bas et l'Espagne, où 75% de nos vols ne sont plus désormais à Charles de Gaulle, qui est notre base.
Et ça va même plus loin, le peu de flux qui reste, en l'occurrence à Paris, transite pour être dédouané en Belgique en camion avant de revenir en camion en France. Donc c'est un enjeu environnemental, c'est un enjeu sur l'emploi à Charles de Gaulle, où d'un coup l'activité sur toute la partie warehouse a été réduite. Il y a un des aéroports qui sans doute en paie le prix fort aujourd'hui, qui est Vatry, qui est un petit aéroport qui dépendait beaucoup de l'e-commerce et qui a vu toutes ces compagnies, et pas que les compagnies françaises, mais également étrangères, se déporter vers d'autres destinations. Et tout ça sans aucune recette fiscale pour la France. Donc c'est un peu la limite en fait de ces taxes quand il n'y a pas d'harmonisation. Et cette désharmonisation, elle continue. Il y a une taxe qui va entrer en vigueur au 1er juillet de 3 € européenne, mais la France a anticipé celle qui est censée être va se mise en rajouter. place en novembre. Donc ça génère pas mal de distorsions, puis aussi parfois des vols sauts de puce. Parce que pour des raisons de droit de trafic, on ne peut pas forcément se poser sur les aéroports européens, puisqu'on vient principalement d'Asie pour ces vols-là. C'est des accords bilatéraux entre les pays, ce qui oblige à faire des sauts de puce, clairement au sens environnemental, économique pour la partie taxation financière et recettes fiscales, mais aussi, on va dire, organisationnelle. C'est vraiment pas une réussite. Donc c'est difficile. Le problème, c'est l'absence d'harmonisation. L'Italie avait commencé en janvier à mettre en place cette taxe et a fait machine arrière quelques mois après, très rapidement. La France le met en place au point qu'aujourd'hui, les aéroports français, les compagnies françaises notamment, en paient aussi un peu ce prix. Donc c'est un des enjeux. C'est déjà pas facile de lutter face à des compagnies chinoises qui ont la faculté de pouvoir survoler la Russie aujourd'hui pour différentes raisons. Et en plus, on se retrouve confronté à cette contrainte qui touche spécifiquement aujourd'hui la France, avant qu'on espère qu'elle soit réellement harmonisée au niveau européen. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on espère que les choses vont s'améliorer un petit peu sur le plan de la réglementation, mais ce n'est pas gagné, je pense. Merci beaucoup. Merci.